Et bonsoir à tous. Bienvenue sur, Bonsoir à tous. bienvenue sur bienvenue sur Tolkien's, enfin sur la chaîne de l'association Tolkien's. Je suis Eka. Je suis très content de vous revoir ce soir, enfin vous lire ce soir. En cette fin du mois d'avril, je serai accompagné ce soir de Barboto, de l'association lui aussi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, Barboto, je suis déjà intervenu sur la chaîne lorsqu'on discutait des Anneaux de pouvoir, saison 2. Je suis membre depuis un petit 3 ans maintenant, je dirais comme ça rapidement à la Mmh? volée et puis voilà, j'ai surtout contribué à l'encyclopédie, pour ce qui est de mon activité dans l'association. Et du coup, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Eka et je suis responsable de la chaîne Tolkien de l'Asso avec Arena, qui est en backstage et qu'on salue très fort. Alors ce soir, on va parler d'un personnage, mais avant, on va vous présenter un peu notre nouveau format d'émission qu'on a un peu préfiguré avec Simon la semaine dernière. Et c'est un peu l'idée de retranscrire un peu nos débats, nos discussions, tout ce qu'on pouvait parler en tant qu'associatif autour des personnages, des lieux, des concepts de la Terre du Milieu qu'on pouvait discuter entre nous lorsqu'on se retrouvait dans des bars ou chez les uns chez les autres. Un peu, voilà. Vous montrer quelles sont nos discussions autour du sujet, pas forcément. euh, alors, en partant de ce que dit le professeur, hein, c'est toujours notre référence. Mais voilà, le but c'est plus d'extrapoler, de discuter, de créer une conversation plus que voilà, juste exposer ce qu'on sait, interagir avec vous si vous avez des questions, présenter de la vie de l'assaut, parler un peu de la vie de l'assaut. Surtout qu'on a eu une belle grosse actualité parce que vous étiez à Troll et Légendes la semaine dernière avec Arena, avec Zelphalia, avec Yvdir, avec Guidrus aussi. Tandis que nous, on était au Salon Fantastique à Paris avec Kian, Petit Igloo et je crois que et Zododoxo, évidemment, et Simon qui était avec nous pour parler des cartes, comme toujours. Salut Bergelmir dans le chat, bonsoir à tous. Donc voilà. Ce soir, on va parler donc d'un personnage iconique du Seigneur des Anneaux, iconique aussi du premier âge, du deuxième âge, hein, qui est quand même, enfin de la fin du deuxième âge, de ses influences, de ses interactions. Voilà, et c'est un personnage que Barboto a particulièrement en admiration. Donc si tu veux nous en dire deux mots pour commencer. Oui, avec plaisir. Donc, bon, pour planter un petit peu le décor, c'est une émission qui trouve sa source après la publication donc de nouvelles notices dans notre encyclopédie, celles concernant notamment le conflit entre le royaume d'Arnor et le royaume d'Angmar. Ça fait un moment qu'elles ont été publiées, mais je me suis dit que ça pouvait être un tremplin pardon, intéressant. Donc pour repartir de ces nouvelles notices, discuter donc du roi sorcier, du royaume d'Angmar, et puis faire éventuellement voilà un commentaire autour du royaume d'Angmar, du Hmm. roi sorcier, comment on l'a illustré, comment on peut quelle passerelle éventuellement on peut dresser entre ce qu'on analyse ici et peut-être des épisodes historiques, des influences voilà littéraires, artistiques. Donc c'est un petit peu le point de départ, l'idée de la séance de ce soir. Ce qu'on peut en dire, eh bien. Sachant qu'il est parmi nous, hein, il est invité Oui, évidemment il est invité, il est tout près de moi toujours, il ne me quitte jamais. Et ce que j'allais dire en fait, c'est que le fil rouge un petit peu de l'émission, donc c'est le titre hein, de la séance d'aujourd'hui, c'est le roi sorcier d'Angmar, donc la marche inexorable du déclin. Donc ce personnage qui, selon moi en tout cas, c'est ce dont je vais essayer de vous convaincre ce soir, qui incarne voilà le déclin sous plusieurs facettes. Le déclin, pour faire un tout petit résumé rapide, le déclin des dynasties des grands rois des hommes, de leur royaume, mais aussi il incarne assez bien son propre déclin. C'est-à-dire que, enfin, physiquement, je trouve qu'il incarne quelque chose du déclin de l'homme par ses erreurs, par ses tentations, etc. Donc voilà, c'est un petit peu pour planter le décor de ce soir. Alors on va commencer, mais déjà on va peut-être parler de ce que c'est le royaume d'Arnor, le royaume d'Angmar, les royaumes en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. L'unité arnorienne n'existe que pour un très court moment au départ, et puis après elle disparaît, après elle revient.
Donc oui, alors bon, je pense qu'on va pas apprendre grand-chose à nos viewers, mais peut-être, hein, donc le royaume d'Arnor, c'est un des 2 royaumes, hein, fondés après, l'exode donc d'Elendil et donc des on va dire des fidèles, hein, de tous les Numénoréens tous les Numénoréens restés fidèles aux Valar, donc s'exilent en Terre du Milieu et fondent 2 royaumes, Gondor et Arnor. Gondor étant le royaume du sud et l'Arnor le royaume au nord. Et après donc la guerre de la dernière alliance, une fois Sauron vaincu, c'est Isildur, hein, qui prend le trône d'Arnor, hein, qui remonte au nord, même si en réalité il ne gouvernera pas bien longtemps, puisque tout le monde sait il est assassiné très très rapidement, donc sur le retour il perd l'anneau et voilà, et donc ses successeurs vont reprendre le trône d'Arnor pendant eh bien on va dire plus d'un millénaire, hein, oui, très largement plus d'un millénaire, 1500 ans, et c'est C'est au bout court de chez Tolkien quand même, hein, qu'on ouais, c'est soit clair. court, hein. Hein. C'est un petit royaume, hein, qui a pas duré bien longtemps, enfin plus de 1500 ans, mais après 1500 ans d'existence, on voit poindre donc l'émergence d'un autre royaume, forcément maléfique, le royaume d'Angmar, hein, qui se situe à la pointe, à l'extrême nord entre guillemets, hein, donc des montagnes grises, hein, non loin des régions les plus froides, hein, de la Terre du Milieu, certaines des plus froides. Donc le roi sorcier s'installe là avec la mission donc de détruire ce royaume d'Arnor, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer un petit peu Et du coup, ensemble. c'est la transition toute trouvée avec ton diaporama, hein, cette citation que tu as choisie Oui, pour présenter notre personnage, quand même, notre hôte. alors, je reprends rapidement la main sur mon diaporama, voilà. Est-ce que tu veux bien nous la lire, Ouais, Antoine, oui, pour qu'on se mette volontiers. un petit peu dans le Je me prépare. Toujours est-il que sous la direction du seigneur de Barad-dûr, le plus redoutable de ses capitaines s'est déjà rendu maître de vos murs extérieurs, dit Gandalf. Roi d'Angmar autant jadis, sorcier, spectre de l'anneau, seigneur des Nazgûl, fléau de terreur à la main de Sauron, ombre de désespoir. Déjà, il y a beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à commenter, bon, juste sur cette citation qui est très connue, hein, qui est absolument, voilà, qui résume assez bien les différentes facettes, hein, du roi Hmm. sorcier. Et même, je trouve qu'ils introduisent déjà un petit peu, parce que moi je trouve que c'est un personnage intéressant, parce il y a du mystère autour de lui, notamment sur le mystère de son identité. On a parlé tout à l'heure, hein, donc de l'île de Númenor, hein, bien sûr, qui comment dire, qui avant sa chute, voilà, brave entre guillemets l'interdit des Valar sous l'influence de Sauron. Et on peut supposer que parmi les Nazgûl, hein, que dirige le roi sorcier, on sait même d'ailleurs, on ne suppose pas, on sait qu'il y a plusieurs Numénoréens, hein, parmi les 9, mais il y a aussi d'autres hommes, hein, notamment un orienté dont on connaît le nom, hein, il s'agit de Camoul. Camoul, tout à fait. Voilà, donc le roi sorcier, on ne sait pas si lui précisément est un Numénoréen. D'ailleurs, ça c'est sur pour son on va dire son origine géographique, et sur le fait qu'il soit sorcier, c'est aussi un point intéressant. Je sais qu'il y a déjà pas mal de vidéastes, hein, qui ont produit des contenus, notamment sur ses origines. Était-il sorcier avant ou après sa perversion par l'anneau que Sauron lui donne? C'est une question assez intéressante. Donc on va pas la développer ici, mais c'est un personnage assez mystérieux de ce point de vue, du point de vue de ses origines, du point de vue aussi de ce qui a pu le motiver à accepter l'anneau. Bon, on peut supposer qu'il y a une forme enfin un anneau bien sûr, hein, pas l'anneau unique, mais Hmm. un anneau des hommes, par cupidité, certainement, par Lors de la désir, mort. exactement, oui, j'allais y venir, cupidité, le désir de pouvoir, mais aussi voilà, braver en quelque sorte la loi la plus naturelle entre guillemets dans le monde de Tolkien, c'est la mort, enfin le destin mortel des hommes, ce qui est tout à fait antinaturel, si je puis dire, dans le monde de Hmm. Tolkien, et ce qui est certainement la plus grosse, enfin, selon moi, la plus grave erreur qu'ait commis justement les hommes de Numénor, au-delà même du fait d'avoir envie d'accoster à l'ouest, hein, donc en Valinor, c'est surtout de chercher à braver entre guillemets cet état naturel qui est leur condition mortelle. Euh, Bergemir disait qu'il imaginait qu'il faisait partie de ceux qui venaient de sectes de l'Est, d'où la sorcellerie. Alors, sachant qu'on a déjà un Orientais,
Sauron est quand même présent à Numénor. Voilà, je pense que a priori, Numénor, c'est quand même le pinacle de l'humanité au deuxième âge. Il apprend la sorcellerie à ses suivants. Je cite Tsikidiki, expert émérite de la chose. Euh, c'est vrai que la nature orientaise, pourquoi pas, mais du coup, qu'il soit fourni uniquement chez les orientais, ça me semble bizarre. Mais Ah, c'est le vas-y, côté un vas-y. peu, pardon, oui, non, c'est le côté un peu génial aussi enfin, de plein de personnages chez Tolkien, mais bon, là, c'est la part de mystère du roi sorcier en l'occurrence, c'est que on n'aura pas de réponse tranchée, on peut faire que des suppositions, éventuellement quelques théories. Moi, il y avait une chose qui m'avait intéressé sur le côté sorcier, ça mériterait d'être un peu plus creusé, mais ça peut être aussi une construction dans le sens où il aurait acquis, on va dire, certains pouvoirs magiques peut-être avant ou après voilà sa perversion, mais on peut aussi supposer que cette nature terrifiante, tout ce qu'on lui prête comme pouvoir, ce que les surnoms qu'on lui donne, ça peut être aussi une construction voilà qui est diffusée oralement de génération en génération sans que ce soit tout à fait vrai. On peut supposer qu'il y a eu Tu parlerais de des propagande? non, pas de propagande, mais on peut supposer qu'au fur et à mesure des années, après, comment dire, le traumatisme, par exemple, de la chute du royaume d'Arnor, on est Hmm. construit une légende autour du roi sorcier, pardon, dont les pouvoirs sont avérés, hein. Il a des pouvoirs, hein, au moment du Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais voilà, on peut aussi supposer qu'il y a eu une forme d'extrapolation de la part des hommes qui continuent d'en parler des siècles après, hein, donc les Et, et puis, guerres. et puis c'est leur arme première au Nazgûl, c'est la peur. Et c'est vrai Oui, que tu vois que tu crées à l'image d'un espèce de lieutenant, du grand méchant, qui soit quasiment invincible et qui soit doté de pouvoirs magiques. C'est vrai que dans l'esprit des hommes, tu te dis, ok, je veux pas le croiser, quoi. Et d'ailleurs, il est le premier ennemi des hommes. oui, tout à fait. Bah, c'est un des sous-titres que j'ai trouvé justement pour introduire un petit peu, on va faire un bref tour d'horizon chronologique donc du roi sorcier en s'attardant surtout sur ce qui est le plus détaillé le concernant, c'est la chute du royaume d'Arnor, hein, c'est son rôle majeur et ce qui est très intéressant, donc tu l'as mentionné, enfin non, tu l'as pas mentionné, mais moi j'étais hier au Bernardin pour une conférence Mm. et qui était Tolkien et le mystère et qui un des intervenants disait, et je trouvais ça plutôt juste, que le mystère chez Tolkien aussi, c'est donc quand on se contente du Seigneur des Anneaux, voilà, on a toute la trame narrative, mais il y a un arrière-plan qui est gigantesque. Il y a plein de choses qui se sont passées pour construire ce monde, qui sont les fondations de ce monde, et ça donne envie d'aller creuser. Et concernant le roi sorcier, je crois que ce qu'il fait en Arnor, dans le royaume du Nord, ça pose les jalons de tout le décor en fait quasiment du Seigneur des Anneaux. Donc c'est la destruction d'un royaume qu'on ne voit pas au moment du Seigneur des Anneaux, mais c'est aussi l'affaiblissement d'un autre royaume qu'on voit très bien, enfin qu'on lit très bien dans le livre et qu'on voit très bien dans le film, c'est le Gondor. Et je vais expliciter un peu plus, mais ce personnage-là, le roi sorcier, a eu comment dire, une influence gigantesque sur la façon enfin, sur le visage de la Terre du Milieu au Troisième Âge et pendant la guerre de l'Anneau. Alors, je vais passer à la diapositive suivante. Les extraits que tu as choisis hein, pour illustrer quand même quelle était sa. Oui, Enfin, je pense le passage quand on pense au roi sorcier. Alors, il y a celui-là et l'affrontement avec Gandalf, mais je pense que celui-là marque encore plus ses esprits une fois que tu as fini une fois que tu as fini ton Seigneur des Anneaux. pardon, oui. Euh, Est-ce que je vais peut-être faire la lecture de cette citation Hmm. si tu le veux Oui, bien? oui, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, mais l'on dit qu'à l'heure de la défaite, le roi sorcier parut alors soudain, manteau et masque noir sur une monture noire. Tous ceux qui le virent furent saisis d'effroi, mais sa haine entière se porta sur le capitaine du Gondor, qu'il chargea avec un terrible cri. Et Arnur entendait l'affronter, mais son cheval ne put souffrir cet assaut. Et il vira brusquement et emporta son cavalier avant que celui-ci ne l'ait maîtrisé. Alors le roi sorcier éclata de rire, et quiconque l'entendit n'oublia jamais l'horreur de ce cri. Mais Glorfindel s'avança alors sur son cheval blanc, et au milieu de son rire, le roi sorcier prit la fuite et se perdit dans les ombres, car la nuit tombait sur le champ de bataille, et il disparut.
La régie à l'aide. Est-ce qu'on nous entend maintenant? Ouais, c'est bon. Ok. Donc Ok, on reprend. Pardon. oui, non, bah, j'ai explicité voilà, donc juste le contexte. Je sais pas à quel moment ça a coupé, donc Quand la nuit est tombée sur le champ de bataille. quand la nuit Donc on n'a tombait. pas, Ah zut. on Bon. n'a pas eu la fin de la citation. Bon, on va Mais peut-être pas la refaire parce que tout le monde peut la lire et voilà, et se la mais lire. peut-être revenir sur en fait que ça fait Oui, quand même 5 siècles que voilà, le roi sorcier d'Angmar est en train voilà. de brutaliser les royaumes du Nord. Tout à fait. Donc j'utilisais en fait donc ce beau passage du texte pour dire oui là, ça fait plus de 5 siècles que le royaume d'Angmar avec le roi sorcier à sa tête combat les royaumes d'Arnor, donc les héritiers du royaume d'Arnor. J'y reviens juste après. Et donc ça fait plus de 5 siècles et au moment où se tient cet épisode, donc les armées donc du Gondor qui sont venues à l'aide trop tard malheureusement des Dunedains du Nord donc voilà, le Gondor vient avec Eärnur, son roi, mais il est aussi aidé d'elfes, avec notamment Glorfindel à la tête d'un contingent qui vient d'Imladris. Et ils infligent une défaite au roi sorcier qui est très sévère en réalité. Ils détruisent entièrement son armée. Et au moment où son armée est détruite, il paraît, il s'avance vers Eärnur. Et Eärnur, malheureusement, ne peut pas l'affronter parce que son cheval prend peur. Et c'est Glorfindel qui fait fuir le roi sorcier. Voilà. Donc ces 5 siècles de conflits sont, je trouve, un bel exemple de ce que le roi sorcier incarne le déclin. Il arrive dans les monts, les montagnes grises, à leur extrémité nord. Il y fonde un royaume. Les orques reviennent, commencent à attaquer les 3 royaumes survivants d'Arnor. Donc il s'agit de l'Arthedain pour ceux qui visualisent l'Arthedain, le Rudor et le Cardelan. Donc il y a un affaiblissement en fait des Dunedains voilà, donc tout simplement parce qu'il y a une séparation territoriale et géographique. Donc le roi sorcier les combats, il arrive à profiter des dissensions internes justement pour s'allier avec le Rudor qui combattra ses royaumes frères, si je puis dire. Le Cardoland sombrera aussi pour plusieurs raisons, donc notamment les combats contre le roi sorcier, mais aussi la Grande Peste, qui est un épisode qui est relaté dans les appendices, donc une grande peste qui vient de l'Est, dit-on, et qui décime une grande partie de la population. Voilà, donc le Cardolan, le Rudor s'allie avec le roi sorcier, le Cardolan tombe à cause de la guerre et aussi à cause de l'épidémie. Ne reste plus que l'Arthedain qui se défend souvent avec l'aide des elfes d'ailleurs, et c'est une guerre qui est entrecoupée de victoires et de défaites pour les uns comme pour les autres, notamment avec des épisodes assez fameux, la chute d'Amon-Sul, Mm. le mont Venteux Mm. qu'on voit bien dans les films très connus, qui est en fait à l'origine une tour de garde, comme le dit très bien Aragorn, et dans laquelle est aussi protégé un des Palantirs. Donc autour d'Amon-Sul se joue au moins une bataille, oui, au moins une en tout cas, donc et dont le résultat est sa destruction et qui force en fait le roi d'Arthedain de l'époque, ça le force à s'enfuir avec le Palantir et donc à abandonner les fortifications en quelque sorte qui protégeaient l'Arthedain voilà, des assauts de Langmar. Hop, je Et passe. Oui, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Non, 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 non. vas-y, je t'en prie, il faut que ce soit une conversation. Donc. Oui, bien sûr. Mais là, tu faisais ton topo. Et c'est vrai que, en fait, le roi sorcier d'Angmar, c'est certes l'avatar des choses, mais il s'appuie toujours sur là où les hommes sont faibles, à savoir le manque d'unité, le manque de cohésion. Voilà, pourquoi il gagne aussi facilement au Gondor, c'est que l'unité interne du Gondor est divisée, pas de roi. Tu veux dire l'Arnor. L'Arnor. Alors, en Arnor, c'est que il n'y a plus d'unité du royaume, mais en plus que le royaume est divisé en 3 et qu'il y a une volonté de conquérir les autres. Mais en plus, quand on passe au troisième âge, enfin quand on passe sur la fin du troisième âge, avec notamment la bataille des champs du Pélénor ou la bataille du Gondor, de Minas Tirith, il appuie là où les hommes sont faibles. Exactement. Mais et il y a plein d'exemples. T'en as déjà cité quelques-uns, mais effectivement. Et un exemple aussi que j'ai déjà mentionné, c'est la Grande Peste. Donc, il profite donc de cette chute démographique liée à l'épidémie, et il va même
comment dire, pervertir les territoires du Cardolan, hein, qui sont quasiment dépeuplés. Il n'en reste plus rien. D'ailleurs, même ce qui restait de la dynastie Núménoréenne s'est éteinte en Cardolan, hein, elle n'est plus. Et donc, il va aller pervertir les sites funéraires, les fameux Galgal dans la première traduction et les coteaux des tertres dans la nouvelle. Et donc, il va aller pervertir le patrimoine funéraire, hein, donc des Dunedains en y installant des mauvais esprits, des spectres. Et effectivement, il s'appuie toujours sur ces moments de faiblesse et effectivement la disparition d'une grande partie de la population pour empêcher le retour, en quelque sorte, très symbolique d'ailleurs, des hommes et des Dunedains sur des territoires qui ont été les leurs et sur lesquels reposent leurs ancêtres. Donc tout ce qui fait leur patrimoine, leur histoire. Ça aussi, c'est très symbolique comme déclin, c'est-à-dire que le roi sorcier, par ses conquêtes, par le fait voilà qu'il profite de leur faiblesse, prive les hommes notamment de Palantir, prive les hommes donc de leur patrimoine funéraire, il prive les hommes aussi de leur unité en profitant au tout début de la guerre en fait le contexte c'est que le royaume se sépare en trois, plusieurs années passent et donc la dynastie originelle s'éteint en Rudor et en Cardolan, ce qui réveille les prétentions de l'Arthedain qui dispose toujours de la dynastie, donc qui revendique sa légitimité à reprendre la suzeraineté des territoires, et forcément c'est rejeté par le Rudor au départ et le roi sorcier profite donc de cette querelle interne aux hommes pour intervenir dans le jeu et dans le conflit et commencer non pas sa conquête en vérité, puisqu'il va pas garder, il ne garde aucun territoire, le roi sorcier. En tout cas, il ne semble pas qu'il les garde, ni qu'il y installe, d'ailleurs, c'est mentionné nulle part, ni de forteresse. C'est vraiment son but, c'est de détruire et de hâter le déclin, la disparition des hommes. Ah oui, il s'installe au Fornost. Il récupère les territoires pour s'y installer dedans. C'est vraiment une peste. C'est vraiment une peste en fait. Enfin, genre c'est vraiment un parasite en fait. Il récupère les territoires, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il souhaite y prospérer. Il me semble bien d'ailleurs que dans les appendices et aussi dans l'histoire de la Terre du Milieu 7, là, les peuples de la Terre du Milieu, Peoples of Middle-earth, on explique bien qu'au moment où Eärnur du Gondor et Glorfindel avec le contingent d'Imladris arrivent le défaire, c'est dans des ruines en fait qu'il est installé. Et ce qui suppose qu'en réalité, il n'a pas vraiment de projet, je vais le dire comme ça, mais foncier. Il a simplement un projet de destruction. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'avoir une transition quand même sur le fait que ce soit quand même l'avatar du déclin des humains. Oui, c'est notre fil rouge. Hein, donc, pour reprendre peut-être rapidement un petit peu, donc voilà, tous ces différents éléments, c'est une situation de division qui préexiste avant l'arrivée du roi sorcier en Arnor. Ils sont divisés, il en profite et donc par la guerre, forcément, il va hâter leur disparition, mais il va aussi non seulement hâter la disparition des royaumes, mais il va aussi hâter la disparition des lignées. Des lignées des dynasties, on en parlait un tout petit peu avant, et pas seulement de la dynastie, des dynasties de l'Arnor, enfin de la dynastie de l'Arnor, pardon, mais aussi de la dynastie du Gondor. Ce qui intervient un petit peu après, mais c'est ce qui est un peu entre guillemets génial avec ce personnage du roi sorcier, c'est qu'il fait à la fois très peur, mais il essuie aussi beaucoup de défaites. Donc il en essuie une à Fornos, mais c'est pas la seule. Et mais ça n'arrête pas ses projets. Donc il est battu à Fornost, il quitte l'Arnor, il retourne en Mordor, mais il va aller profiter de la faiblesse du Gondor pour récupérer l'ancienne Minas Ithil et la transformer en Minas Morgul. Et ce qu'il a fait aussi de plus malin en quelque sorte, j'ai pas d'autres termes, mais c'est d'avoir provoqué le roi du Gondor et Arnur, hein, qui a une blessure d'orgueil immense, hein, de ne pas avoir pu l'affronter lors de la bataille de Fornost, et le roi sorcier le provoquera à 2 reprises en duel. La première fois, il arrivera à refuser, mais la deuxième fois, il ne refusera pas, et il cédera, il ira seul d'ailleurs, hein, on dit qu'il dépose sa couronne à Minas Tirith, pour aller rejoindre le roi sorcier, et personne ne sait ce qu'il advint de lui. On suppose qu'il a pu être vaincu et qu'il a été fait prisonnier. En tout cas, voilà, toujours est-il qu'il disparaît et qu'il
en provoquant et armure en duel, c'est la vacance aussi du Gondor, du trône du Gondor que le roi sorcier provoque. Et à ce titre, voilà, il hâte le déclin non seulement des royaumes, mais aussi des lignées. Et on sait que c'est très important chez Tolkien, parce qu'on voit bien que généralement le malheur des royaumes, le malheur des hommes arrive aussi lorsque les Les lignées sont fragilisées. Voilà, les lignées sont exactement. plus fragilisées. Que en quelque sorte, le sang de Numénor se dilue, ou du moins s'affaiblit. Et là, c'est très présent aussi dans la figure du roi sorcier, et ce qu'il fait, ce qu'il provoque. D'ailleurs, pas que les lignées héritières des Edain, hein, aussi les lignées moindres. En soi, il fracasse la lignée des Rohirrim. Oui, c'est vrai, j'y avais même pas pensé, tiens, alors que c'est très évident. Alors, il y arrive. Est-ce qu'il y arrive vraiment? C'est toute la question. Ah, il tue le roi. Il tue le roi, mais voilà, c'est un régicide en puissance quand même, faut le reconnaître, à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai que donc il tue Théoden, du moins il provoque sa mort. Mais bon, effectivement, la relève est quand même là, parce que bon, avec Éomer notamment, hein, qui est de s'aligner et qui permet de la perpétuer. Éowyn était régente en nom, oui, et en pouvoir de Théoden à ce moment-là aussi. Donc oui, il est trop vieux pour engendrer à nouveau une lignée, mais en soi, il y a le symbole, c'est que il est vraiment le fléau des lignées. Oui, mais oui, tout à fait. D'ailleurs, tu voulais parler un peu de comment on le représente, ou c'était pas tout de suite? Oui, non, mais on peut y venir, hein, on peut Ouais. y venir, puisque là, je viens donc justement, depuis quelques minutes, je viens de mettre une image, hein, donc, enfin, une illustration, pardon, d'Alan Lee, qui est assez proche quand même de la description du livre. On peut la commenter rapidement, donc, bien sûr, donc un spectre qui est invisible pour tous, sauf ceux qui passent l'anneau au doigt, hein, donc notamment le porteur de l'anneau. On le voit avec sa couronne, hein, qui trône, non pas, enfin comment dire, on a un peu l'impression qu'elle est en lévitation quelque part. Si on ose la comparaison avec Peter Jackson, qui a fait un choix un peu différent, où un home un peu plus, un home couronné. voilà, un home couronné, et comment dire, on garde. Pour faire plus clair, dans le livre, on nous dit bien que sa couronne flotte en quelque sorte. Enfin, il la ceint sur son crâne, mais comme on ne le voit pas, elle est en quelque sorte en lévitation au-dessus de son tronc, au-dessus de sa cape noire, de son manteau noir. Et on y distingue aussi deux yeux rouges, hein, deux yeux rouges flamboyants, qui voilà, qui je trouve souligne de manière un peu qui souligne voilà fortement sa nature maléfique, contrairement au choix qui a été fait donc dans les films, et qui avait été fait aussi par d'autres illustrateurs avant, donc Alan Lee et John Ho, qui nous montrent un roi sorcier dont on ne voit plus grand chose. En fait, on ne voit plus les yeux du tout, du moins on ne voit qu'un vide, on voit sa couronne, on voit un spectre bien sûr sans visage. Et moi je trouve ça très très éloquent, puisque le roi sorcier, donc c'est avant tout le déclin d'un homme, hein, son propre déclin. Il n'y a plus d'identité, on ne sait plus quelles sont ses origines. D'ailleurs, le mystère est entretenu, donc on ne voit plus. On peut deviner ce qui l'a amené là, mais on ne voit plus très bien d'où il vient, ni quelles ont été ses motivations. Il n'a plus de visage, on ne peut pas le reconnaître. Et ça, je crois, est vraiment symbolique. Et j'aime bien, alors à titre personnel, j'aime bien les choix qui avaient été faits par Alan Lee et John Ho, de ne plus rien montrer, même plus des yeux. C'est-à-dire que on fait face à un humain qui a totalement disparu, et qui n'a plus de traits, il n'a plus d'individualité, il n'a plus de personnalité en fait. Oui, il ne reste de lui que la volonté de Sauron. Exactement. Se manifeste. Et je trouve que de ce point de vue-là, l'absence de visage et le fait d'avoir même retiré les deux yeux rouges flamboyants qui sont décrits dans le texte, je trouve est un choix assez intéressant. On pousse encore plus loin le fait qu'il n'y reste plus rien quasiment d'humain, en fait, et visage. Et pour ceux qui ne le savent pas, hein, le modèle du spectre, hein, du roi sorcier. Bon, le Tolkien n'invente pas le spectre, hein, avec le roi sorcier d'Angmar. Ça vient notamment de légendes plus anciennes, mais c'est vrai que c'est un modèle qui va resservir à de nombreuses reprises dans tous les cycles de post de fantasy. Par inspiration, les blafards de Robert Jordan sortiront de Tolkien lui-même. Dans le cycle de Faith, il n'y en a pas, mais dans d'autres cycles, hein, cette figure un peu d'homme, de créature sans visage, qui incarne la peur, qui est le reflet des cauchemars, qui effraie, qui terrifie.
devient un peu la marque de fabrique de la fantasy héritière de Tolkien. Chose dont se détachent de plus en plus les jeunes auteurs, mais qui reste très présente néanmoins. Et d'ailleurs, Magic, ils ont choisi, enfin Magic the Gathering, Wizards Coast, ils ont choisi d'aller dans le sens plutôt de l'intention première. Oui, voilà, il reste assez proche du texte, hormis peut-être l'arme qu'il manipule dans sa main droite. Ouais, mais le fléau comme ça, tu vois, c'est pas très pratique en vrai. Ah oui, je sais bien, mais donc voilà, c'est des choix artistiques, mais là, effectivement, on retrouve bien donc l'absence de visage avec les deux yeux rouges et cette illustration est plutôt réussie de ce point de vue-là. En tout cas, elle se distingue assez bien de l'imagerie qu'on a maintenant suite au film de Peter Jackson, et donc qui nous permet donc de redécouvrir en quelque sorte le roi sorcier. Bon, il change pas drastiquement, mais on le redécouvre un petit peu différemment, et c'est Mais toujours intéressant. tu vois, on dirait vraiment une synthèse entre ce qu'a fait Peter Jackson et ce qu'on fait Alan Moore et John Ho. Enfin, est-ce qu'on illustrait Oui, Alan Moore et John Ho en réalité. Vraiment, oui, c'est un peu cette synthèse-là. oui, les influences sont croisées, hein, c'est certain. C'est certain. J'avais, il me semble encore peut-être. Bon, bah alors là, Ah, celle de PJ, hein. c'est la plus connue. On s'y attarde pas, on en a déjà parlé, mais tout le monde la connaît très bien. Ici, bon là, je l'avais mise, mais je m'attarde pas non plus dessus. Donc c'est toujours dans le film de Peter Jackson. Donc Après, c'est la seule fois où on la voit avec son visage. On le voit avec oui, son on le voit avec son visage. visage. Là, effectivement, on retrouve. Un peu donc voilà, on le revoit avec un visage humain, on voit très bien d'où il vient, c'est un homme, on a la confirmation visuelle de qui il est, on voit même sa couronne et c'est vrai que ça renforce aussi l'idée, bien que le fait qu'il soit roi, on ne sait pas bien s'il l'était avant ou après justement avoir été corrompu par le cadeau Oui. de Sauron. Bon voilà, mais ici on le voit assez bien. Donc là, sur cette slide, enfin pour passer, disons, un petit peu plus à la partie commentaire de notre émission, où je vais essayer donc d'argumenter peut-être un peu davantage sur la fonction en fait du roi sorcier dans le récit. On l'a un petit peu évoqué, donc c'est un avatar du déclin, effectivement, premier ennemi des hommes, mais voilà, il a des actions, enfin, du moins ce qu'il entreprend a des répercussions très symboliques. On a parlé des Palantirs notamment. On peut aussi parler peut-être des trésors de la lignée d'Aragorn, Mhm. qui partent en fait donc après la défaite d'Arnor et avant le sauvetage du Gondor et des elfes. Le dernier roi d'Arthedain, donc Arveduy, quitte ces territoires après avoir été défait avec on va dire les joyaux en quelque sorte de la couronne d'Arnor. Et je crois, je le dis peut-être un peu vite, mais il me semble que la bague d'Aragorn aussi fait partie, donc le fameux anneau de Barair, Barahir. fait partie hein, donc de ce trésor de famille avec lequel donc c'est Arveduy, un dernier roi d'Arthedain, fuyant donc le royaume d'Arthedain, dernier royaume subsistant d'Arnor, et il s'enfuit tout au nord. Hein, il passe par les landes d'Éten et finit au royaume des Lossos, des Lossots. Et voilà, donc qui est un peuple vivant au septentrion, on va dire, de la Terre du Milieu, donc dans les contrées les plus froides, etc. Et Là, un peu des Inuits ou des populations un peu plus oui, voilà, bah en fait, nomades, je crois. alors là, j'avoue, je maîtrise pas ce point-là, je pourrais pas en dire beaucoup plus. En tout cas, Arveduy donc choisit donc de s'enfuir vers le nord et il fait le choix aussi donc de prendre la mer, bien on l'ait déconseillé hein, de le faire. Ouais, Ce peuple Lord d'ailleurs. Sarn, le chef des Lossot a dit fais pas ça, la mer elle est mauvaise. Tu vas Exactement. prendre cher si tu fais ça. Et là aussi, c'est un peu le destin qui s'acharne. Hein, donc Arveduy embarque avec notamment le dernier des Palantirs en fait, hein, des royaumes du Nord. Il y en avait plusieurs, trois de mémoire. Mm. Et donc le dernier est avec lui et donc bien sûr le bateau sombre emporte avec lui une partie des trésors de la couronne d'Arthedain et de la lignée d'Aragorn et emporte le dernier Palantir, ce qui prive en fait les hommes en Terre du Milieu donc des pierres de vision, ce qui a toute une dimension symbolique que tout le monde voit immédiatement, mais en quelque sorte ils n'ont plus de vision et peut-être avec la disparition donc, de leurs dirigeants de leur royaume plus vraiment d'avenir en quelque sorte. Et donc voilà, c'est aussi un événement assez symbolique. Donc Arveduy périssant dans les flots au nord hein, donc de la Terre du Milieu avec
les palantirs et une partie des bijoux. Sauf qu'il en fait quand même don, il fait don d'une partie de sa fortune, de la fortune aux Lossos, et Et cela notamment mène l'anneau, et mais notamment l'anneau de Barré. l'anneau de Barreillère qui ensuite échouera, hein, donc comment dire, Ah, à la lignée d'Aragorn, voilà, tout à fait. Ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que c'est bien, donc Arveduy était le dernier roi intronisé, hein, d'Arthedain. Bon, il reste quand même des descendants, il reste, hein, des Dunedain, forcément, sinon Aragorn n'existerait pas. Mais voilà, ils entrent tout de suite après en clandestinité, ils n'ont plus de royaume à diriger, et donc voilà, ils se réunissent dans cette communauté, dans ces compagnies donc de rôdeurs Dunedain, qui reste malgré tout en Eriador. D'ailleurs, il y a une partie aussi, je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux, mais oui, oui, il y a une partie du trésor aussi de l'Arnor qui est à Fontcombe, hein, oui. qui est le Ah, Fontcombe est aussi notamment les éclats Narsil. de Narsil, tout à fait, donc qui est aussi Fontcombe, le sanctuaire bien sûr de tous ces trésors. Donc voilà pour un des aspects, on va dire, de ce déclin. Euh, Alors, est-ce oui, on peut passer à aux interprétations que tu voulais en faire, hein, de son aspect physique, je pense. Oui, de son aspect physique. Moi, il y a une chose qui m'avait un petit peu amusé, c'était en parcourant de certaines éditions étrangères du Seigneur des Anneaux. On me l'a fait découvrir, hein. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Mais il y a une édition où le roi sorcier est représenté. Je vais vous la montrer tout de suite de manière assez étonnante, si je puis dire. Voilà, c'est celle-là. C'est un artiste russe, Sergei Yukimov, qui propose donc cette illustration donc, du roi sorcier face à Gandalf, hein, sauf erreur de ma part, il me semble que Ouais, c'est c'est bien ça. Gandalf. C'est ça, c'est Et, ça. euh, et alors moi, Au sein de Minas Tirith, hein, on voit bien, oui, hein, voilà, c'est le siège, hein, tout à fait de Minas Tirith, c'est la confrontation entre Gandalf et lui, le roi sorcier. Et ce qui m'a beaucoup amusé, donc bon, il y a une inspiration quand même assez religieuse, assez évidente, hein, avec les auréoles autour des personnages, bien sûr. Mais c'est surtout que là, ce n'est plus un spectre, mais un corps décharné, hein, un corps squelettique qui n'est pas sans rappeler quand même les thèmes assez les thèmes médiévaux, hein, donc des danses macabres, Hmm. qui n'est pas sans rappeler aussi les fameux pourquoi pas certaines représentations des cavaliers de l'Apocalypse, notamment. Donc j'avais pensé à ça, et cette édition est de ce point de vue-là très très remarquable, très unique. Bon, j'avais positionné quelques petites images aussi Ouais, de danse macabre de notamment. rappel, voilà. Ouais, alors une danse macabre, du coup, c'est les représentations de la mort, hein, enfin, c'est des représentations festives de la mort en réalité, mais c'est un peu plus Oui. complexe. Oui, oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant peut-être sur la question donc des danses macabres, c'est le rôle un petit peu de memento mori, en Hmm. quelque sorte aussi, rappelé, hein, par l'art, ouais, l'art que l'homme est par nature mortel. Et, et c'est, comment dire, Et souviens-toi que je- tu vas mourir, on rappelle, oui, voilà, hein, les ans. c'est ça. On rappelle ça, et cette, comment dire, cette illustration, voilà, je trouve ça s'inscrit bien dans, dans cette ligne-là. On Donc ça, rappelle, hein, les empereurs romains qui défilent, hein, avec l'esclave derrière qui leur rappelle. Souviens-toi que tu es mortel. Souviens-toi que tu mourras un jour. tout à fait. Peut-être aussi, où est-ce que je l'avais positionné? Alors oui, j'avais récupéré cette carte, puisqu'on donc on a parlé un petit peu donc de Hmm. la conquête du roi sorcier, on a parlé de ce qu'il a fait aussi au Gondor. Donc cette carte, hein, qui est issue alors je ne sais plus si c'est la première édition, mais c'est Madame Fonstad, hein, Karen Wynne Fonstad, la cartographe, qui avait proposé donc cette carte qui permet de situer assez bien l'action. Donc voilà, avec le royaume d'Arnor qui est déjà ici divisé en trois. Arthedain, Cardolan, Rudor. Le royaume du Gondor, quand même, je ne sais pas si c'est à son apogée, mais presque, hein, Bah, quasiment son pratiquement, apogée hein. Ouais, territorial. ouais. Et Parce qu'il descend, si il descend quand même très loin vers l'Umbar, il va quand même très très loin au sud, hein, donc. Tout à fait. Et il y a une similitude aussi peut-être avec entre la destruction de l'Arnor et entre guillemets l'affaiblissement du Gondor, c'est que pendant que le roi sorcier combat
l'Arnor, le Gondor combat lui aussi ses ennemis, notamment les chariotiers. Je sais pas si c'est toujours ce nom-là dans la nouvelle Je crois, traduction d'ailleurs. je crois que c'est toujours ça, hein. Je Je vérifie. crois que oui. Donc bon, c'est le Gondor aussi, donc aux alentours de 1500, 1600, 1700 du Troisième Âge, c'est un royaume qui est en conflit assez régulièrement et qui se voit infliger même des défaites. Hein, donc, je me souviens plus de tête des rois du Gondor hein, qui sont tués notamment ou qui disparaissent suite à ces conflits, ce qui bien sûr affaiblit le royaume, lui font perdre même des territoires. Et le Gondor sera aussi touché par le fameux épisode de peste dont on a déjà parlé et qui Mm. va forcément aussi l'affaiblir démographiquement et permettre l'installation du roi sorcier à Minas Morgul, anciennement Minas Ithil. Ouais, c'est ça, c'est le successeur de Namarsil, hein, qui est Limétar, qui peut venger son père et écarter la menace des Orientais, notamment que la bataille de Dargolad. Pour avoir plus d'infos, je vous mets le lien de l'association de l'encyclopédie de l'association Clopédie. En effet, c'est ça, Jean de Chariot sur l'ancienne traduction, et Jean de Chariot. en fait chariotier sur la nouvelle. Et voilà, donc peut-être pour continuer un petit peu sur notre fil rouge en tant qu'avatar du déclin, ça c'est une chose qui est quand même assez bien connue, assez partagée, je crois, parmi les lecteurs de Tolkien, c'est que bon, le roi sorcier, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est l'antithèse de Gandalf en réalité. Donc Gandalf porteur d'espoir et forcément et donc là je nous rapporte à la première citation que tu as lue Antoine en début d'émission, mais c'est Ouais. l'ombre du désespoir. Donc enfin on ne peut être plus clair. C'est entre guillemets il y a une forme d'équilibrage. Gandalf qui vient redonner espoir aux hommes abattus et dispersés et le roi sorcier qui lui essaye non pas vraiment par son talent militaire, on l'a montré, il a quand même beaucoup de difficultés parfois à vaincre ses ennemis, mais voilà, par la persistance, la redondance même et la récurrence, même s'il est vaincu, même s'il est repoussé, il revient sans cesse. De toute façon, il peut pas mourir. Oui, et d'une part, oui, effectivement, il y a la fameuse prophétie, donc il faudra peut-être qu'on reparle un petit peu, mais voilà, donc c'est cette récurrence du roi sorcier qui moi je trouve aussi est un symbole de déclin qui est inexorable. C'est un peu le titre de la présentation, c'est qu'on ne peut pas lui échapper. Et il y a un autre moment que je trouve assez symbolique aussi, c'est que malgré le fait qu'il soit abattu, donc vaincu par le duo Merry et Éowyn. Donc Merry le poignardant dans le texte au niveau de la, je crois que c'est la cavité poplitée, enfin je sais plus, ben, bref à l'arrière du genou. J'ai essayé de sortir les termes scientifiques, mais bref il le poignarde avec une lame ancienne, il poignarde le roi sorcier qui tombe ainsi et donc Éowyn en profite justement Une pour lui lame porter... des Galgal d'ailleurs. Une lame venant des peuples qu'il a asservis au travers de la mort. Tout à fait. Donc une lame ancienne, c'est ce que nous le dit le texte. Après, est-ce que c'est vraiment la nature de cette lame qui permet de le blesser? Ça reste encore à démontrer. Est-ce que c'est parce que Merry n'appartient pas au peuple des hommes qu'il parvient à le blesser? Bon, tout ça est en question. Et d'ailleurs, si c'était qu'une question de peuple, Éowyn n'aurait pas pu. D'ailleurs, si on parle vraiment du genre humain, Éowyn n'aurait pas pu le blesser. Donc à ce titre-là, la prophétie est un petit peu difficile à interpréter. Toujours est-il qu'elle elle le fait disparaître littéralement dans le texte. Et j'avais pensé à la petite citation qui était plutôt prévue pour la fin de l'émission, mais lisons-la maintenant puisqu'on en parle. Alors, si tu veux peut-être la lire même, Antoine, si tu veux. Ah, en plus j'adore ce. Enfin, c'est pas mon passage préféré d'Eowyn, mais c'est vrai que il est très badass. Je me souviens quand on avait découvert les premières lectures de la nouvelle traduction, du retour du roi, celle-là c'était quand même pas mal. Alors, Lancelante, elle se releva avec peine et, de ses dernières forces, elle plongea son épée entre la couronne et le manteau, tandis que les grandes épaules se penchaient sur elle. La lame jeta des étincelles et se brisa en maints fragments. La couronne roula sur le sol avec un bruit métallique. Éowyn tomba en avant sur la dépouille de son adversaire. Mais voici, manteau et aubert étaient vides. Ils gisaient sur le sol en une masse informe, chiffonnée et lacérée. Et un cri monta dans l'air frémissant, bientôt réduit à une plainte aiguë, emportée par le vent. Une voix maigre et désincarnée, qui, noyée,
s'éteignit pour ne plus jamais être entendu au cours de cet âge du monde. Et avec la dernière phrase, je trouve que c'est là où toute l'ambiguïté revient, c'est que oui, pour ne plus jamais être entendu au cours de cet âge du monde. Donc c'est-à-dire, quid en vérité du roi sorcier? Est-il, on peut lire souvent, dans la plupart dans des encyclopédies en ligne et même, tout le monde, suppose en vérité qu'il est détruit, une bonne fois pour toutes. Je trouve que ce passage entretient, l'ambiguïté, un peu comme à la manière finalement de Sauron, dont l'anneau est détruit, mais dont on dit que, l'esprit continue de errer, en terre du milieu, bien longtemps, après sa défaite et j'aime bien aussi ce petit côté-là et ce qui confirme, enfin ce que j'espère, ce qui appuie l'argument que j'essaie de vous donner comme quoi, le roi sorcier est vraiment un ennemi, qui est l'avatar d'un déclin inexorable, parce que quoi qu'on fasse, vraisemblablement, il restera toujours quelque chose de lui. Et je m'appuie sur sur la suite que beaucoup doivent connaître, c'est que Merry et Pipin, Merry et Pipin, pardon. Merry et Owen sont Éowyn, touchés par le souffle noir après avoir vaincu le roi sorcier, donc ce mal hein, qui les prend et qui les plonge donc je crois hein, dans un profond désespoir et c'est même ça. dans comment Une dire dépression, une vraie dépression voilà en soi. oui Enfin, et qui les conduirait à la mort d'ailleurs s'ils n'étaient pas soignés. Si Aragorn n'arrive pas, Voilà, si Aragorn ne venait pas avec ses talents de guérisseur. Et là, encore une fois, on voit bien que malgré tout, le roi sorcier est vaincu, il disparaît comme il avait pu disparaître, à cause des flots de la Brunnen, comme il avait pu disparaître après, l'arrivée de Glorfindel, il continue à faire du mal. Et de ce point de vue-là aussi, il fait aussi encore du mal à Frodon et bien longtemps après avoir été vaincu, hein, par la lame qu'il plonge dans sa chair et par les stigmates qu'il lui laisse. Et là encore, on voit bien que c'est un ennemi, qui condamne en fait toute fin heureuse pour le héros de l'histoire. exactement. Et certainement aussi pour d'autres des personnages ce n'est pas dit dans le texte, mais qui conserveront aussi, un traumatisme certainement de leur affrontement Oui, oui. Éowyn avec a, le sorcier. Éowyn a pu guérir. Merry, ça avait l'air d'aller. Celui qui porte vraiment le stigmate, ça reste quand même. C'est plutôt Parce Frodon, que ouais, en... plutôt. parce qu'en soi, les deux n'ont pas été percés de sa lame. Tu vois, c'est Oui, l'épée qui porte le stigmate. Là bon, Éowyn a eu le bras brisé, mais elle n'a pas été transpercée. Et bon, Merry a été touché par le souffle noir, donc pas non plus une attaque directe. Pas un sortilège directement, quoi. Voilà. Et en soi, bon, on peut parler du souffle noir, hein, c'est un peu aussi. Tu sais, pour moi, le souffle noir, ça fait toujours penser à un peu l'espèce de reliquat de la peste qui décime les populations humaines et en fait qui emmène le roi sorcier à taper sur la porte du royaume d'Anor et dire coucou, j'arrive. bah, oui, donc tu parles Vas-y, vas-y. pardon, parce que je regardais, une chose en même temps, donc tu parlais de la grande peste, c'est ça qui Ouais, c'est ça. Et moi, je trouve que le souffle noir du roi sorcier, c'est un peu ça, hein. C'est un peu une oui, réminiscence de la grande peste. De dire, voilà, il apporte un vent mauvais. En il y réalité, il a vient avec le vent. c'est bien parce que tu me permets de revenir, j'avais pas pu, placer d'autres extraits du texte que j'avais prévu et c'est bien que tu reviennes sur le souffle noir. Où est-ce que c'est? Oui, je crois que c'est là. Oui, puisqu'on parle de souffle et dans la citation que je vais Mm. prendre le temps de lire rapidement, hein, qui préfigure l'arrivée de la peste. Donc c'est dans les appendices, on nous dit: «La seconde et la pire des calamités s'abattit sur le Gondor durant le règne de Telemnar, le 26e roi, après que son père Minardil, fils d'Eldakar, eût été tué à Pelargir par les corsaires d'Umbar. Une peste mortelle survint peu après, amenée par des vents sombres venus de l'Est.» Donc là, on a un peu l'image hein, du souffle, du vent. Et donc Du on vent nous dit mauvais. du vent mauvais, exactement. Elle emporta le roi et tous ses enfants, et de larges pans de la population, à Osgiliath en particulier. Alors, par lassitude et par pénurie d'hommes, la surveillance des frontières du Mordor cessa, et les forteresses gardant les cols furent laissées sans garnison. Et voilà, là on a la situation idéale hein, pour la chute de Minas Ithil, et donc le nouveau quartier général hein, du roi sorcier. J'ai mis aussi l'autre extrait qui nous parle Mm. cette fois-ci donc de l'arrivée de la peste, toujours dans les appendices dans le royaume d'Arnor. Donc là,
bon, alors on n'a pas vraiment d'éléments chiffrés, ni vraiment d'éléments. On a quelques éléments d'intensité, si, quand même. Donc, mais là, on voit bien quand même que en Arnor, elle précipite, quand même, elle déclenche la chute d'un royaume tout entier, hein, donc le Cardolan, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, qui est le. On avait dit quoi? C'était le premier, le deuxième royaume à chuter? C'est le deuxième à chuter. Ouais, Alors, si on Rudor. considère que le Rudor chute, parce que le Rudor s'allie au roi sorcier, hein, en vérité, est-ce qu'il chute vraiment? Bon, c'est voilà. En tout cas, il tombe dans le mal. Voilà, il tombe dans le mal, il tombe dans l'escarcelle du roi sorcier. D'ailleurs, on ne sait pas dans les textes. J'ai pas regardé plus précisément dans les History of Middle-earth, mais on ne sait pas ce que devient le Rudor, parce que bon, ayant entre guillemets fait alliance avec le roi sorcier, qu'en est-il ensuite une fois le Gondor, une fois les elfes victorieux? Quel est le sort en fait du Rudor par la suite? À moins que quelqu'un ait la réponse, je crois qu'on n'a pas vraiment d'informations. Donc le Rudor a priori. Et d'ailleurs, Oui, un truc intéressant, c'est que quand on était au Salon Fantastique, avec Irvine, hein, notre grand spécialiste de la calligraphie et grand amateur de cartes, avec Simon, on regardait une des cartes qui était affichée, que Irvine nous avait gentiment prêtée en guise de décoration. Les régions du Nord sont toutes nommées Arnor. Elles n'ont pas d'autre nom que Arnor. Ce qui me semble bizarre. Parce que tu vois, le Gondor, le Gondor est divisé en plusieurs régions géographiques, administratives, etc. Là où l'Arnor, vraiment le Nord, enfin, tu vois, on aurait pu le remplacer par Eriador, etc. Mais sur cette carte-là, il n'y avait pas. Et je trouvais ça marrant, et en plus très contestable, parce que l'Arnor n'a pas d'unité, enfin, a une unité politique pendant 1500 ans, mais elle disparaît 1500 ans dans la vie d'un âge, qu'est-ce que c'est? Sinon une caresse du vent. Il n'y a pas d'unité politique suffisante pour considérer que le territoire garde le nom. Parce que du coup, les habitants d'Arthedain n'habitent pas en Arnor, ils habitent en Arthedain. Et les habitants du Cardolan devaient habiter en Cardolan, en fait. Enfin, et tu vois, c'était intéressant de dire, est-ce que les royaumes humains ont pu avoir une unité politique suffisante pour garder une influence sur des territoires beaucoup plus vastes que leur capitale? Parce que par exemple, chez les elfes, ça se pose pas comme question. Parce que les elfes dirigent des cités-états ou des régions enclavées et délimitées par des frontières naturelles, là où les hommes ont plus tendance à récupérer des territoires beaucoup plus vastes, très éloignés. Voilà, le comté fait partie intégrante du royaume d'Arnor. Hein. Si ça vous a échappé, jusqu'à Aragorn, hein, en soi, le Hobbit pourrait être taxé par des collecteurs d'impôts de l'Arthedain. Ça aurait pas été déconnant. Oui, alors de ce point de vue, c'est intéressant aussi parce que donc pendant toute cette période troublée et donc après la division du royaume d'Arnor, c'est bien un roi d'Arthedain qui fait don du comté dans la nouvelle traduction ou de la comté dans l'ancienne, qui fait don de ses territoires aux Hobbits. Et d'ailleurs. Et Blanco. Blanco, je crois. Le nom des fondateurs du comté. Ah pardon, oui. Et donc voilà, donc c'est un territoire qui est donné durant cette période aux Hobbits. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans les History of Middle-earth, notamment le 7e, donc les peuples de la Terre du Milieu, où on nous explique d'ailleurs que des Hobbits auraient pu participer aux batailles contre le roi sorcier. Il y a une mention, alors là de tête je peux pas vous la donner, mais d'un contingent de archers Hobbits, je crois bien, qui aident le roi d'Arthedain contre les assauts du roi sorcier, peut-être avant la chute d'Amon-Sul, donc dans toutes les escarmouches, toutes les batailles en fait qui précèdent la chute d'Amon-Sul. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelque part c'est la survivance des Hobbits après la chute des fortifications. On sait donc quand le Rudor s'allie au roi sorcier, on l'a dit, le Cardolan va sombrer et il y a toute une ligne de fortifications dont Amon-Sul fait partie, la grande tour de garde, qui protège donc les frontières. Et une fois que ces fortifications sont détruites, ou du moins que la tour tombe et donc que les armées du roi sorcier entrent en Arthedain, comment se fait-il en quelque sorte que les Hobbits n'aient pas été menacés ou n'aient pas été ça n'est pas ça restait insignifiant, hein, potentiellement. Peut-être que c'était pas la cible du roi sorcier, parce qu'on sait que son modus operandi au roi sorcier, c'est quand même j'attaque des cibles précises. Je ne fais pas d'effort vain. Je perds beaucoup, mais je ne fais pas d'effort vain.
Oui, oui, c'est une forme d'obsession, certainement pour les royaumes des hommes, c'est certain. Et je rebondis là, donc parce que tu as évoqué pas mal de choses, notamment sur, l'unité politique, des royaumes. Il faut, un petit peu nuancer parce qu'on dit aussi que Arthedain et Cardolan parfois enfin, ont «dépassé» entre guillemets «leur querelle» pour, combattre les armées d'Angmar à certaines occasions. Ça, ceci c'est intéressant. Donc après la défection, voilà, du Rudor, on voit que malgré le fait, enfin, il y a urgence en fait. Enfin, c'est une forme de pragmatisme, on pourrait dire ça. C'est une analyse comme une autre de la part de ces deux royaumes, donc de cesser les querelles pour essayer de résister aux assauts du roi sorcier. Tout à fait. Et comment dire et d'ailleurs, Et il y avait une autre carte que tu voulais montrer aussi. oui, alors oui, bah, on peut rester un tout petit peu sur celle-là parce qu'on voulait «s'amuser» entre guillemets à faire des petites passerelles historiques. On va essayer de les argumenter. Bon, là, c'est un peu pour se faire plaisir, mais moi, j'avais une première idée, c'est qu'on sait l'amour de Tolkien pour les langues et bien sûr pour le vieil et le moyen anglais. Ce qui l'a forcément amené à étudier du matériau, historique, des textes notamment, des ballades, voilà donc voilà des Fall te of des Arthur qui va ressortir bientôt. voilà et donc Le Chevalier Vert, enfin, Gawain and the Green Knight, etc., etc. avec la spécialité qui était la sienne et il ne pouvait pas ignorer notamment donc l'histoire du haut Moyen Âge, britannique et moi cette situation de division donc dans les royaumes du Nord me fait un petit peu penser, à un contexte. Alors il faut juste que je change de slide. Heu, C'est ça du dessus. c'est, Voilà. c'est celle-là. Moi je pensais d'abord Ah, à tu pensais... celle-là. Ah oui, ok. Donc aujourd'hui c'est un concept historiographique qui est très discuté, hein, mais c'est la fameuse heptarchie, donc pour sept royaumes en fait, hein, qui sont les royaumes angles et les royaumes saxons. Et pourquoi je parle de ça? Et parce que je crois la dernière, enfin la précédente émission, c'était avec Simon sur les cartographies, enfin sur la Hmm. cartographie, et vous avez essayé, je crois, de situer un peu quel territoire de la Terre du Milieu était où en Europe, si je me trompe pas. Vous C'est avez, vous ça. avez joué un peu ce jeu-là, et moi Ouais. j'ai quand même l'impression, surtout parce que le comté y est, c'est que l'Eriador, c'est certainement une vaste partie donc de l'Angleterre, enfin des îles britanniques actuelles. Et donc cette situation de division, donc pour faire la comparaison, donc différents petits royaumes des îles britanniques qui vont voilà connaître le sort qu'on sait vis-à-vis des différentes invasions normandes, vikings. Je trouve on peut s'amuser éventuellement à adresser un parallèle avec aussi les invasions que subissent les Que vont royaumes subir les Riador. Ouais, néerlandais. c'est vrai. C'est vrai, Voilà, donc de de ce point-là, ça se tient bien. Hein. mais sauf que là, il y aurait une forme de scénario inversé dans le sens où, il existe d'abord une situation de division qui ensuite amène à l'unification, voilà, sans refaire toute l'histoire, et qui a été notamment dépeinte dans pas mal de séries assez Hmm. récentes. Le roi Alfred le Vikings, Grand, voilà, Vi- exactement. Vikings, The Last The Last Kingdom, voilà. Kingdom, Et donc on a un peu notamment. le scénario inverse, c'est qu'on part d'une situation de fragmentation pour arriver à une situation, d'unification. Et l'autre petite passerelle historique que j'argumenterai, un peu différemment, ce serait, celle-ci. Donc c'est la division de l'empire, carolingien en Ça, 3 en ça nous fait plaisir parce qu'on est français. oui, bon, au-delà de ça, parce qu'il s'agit surtout des Francs et non des Français. C'est que voilà, on a une séparation, en 3 qui Hmm. intervient, en 800, 43. Et donc on a aussi une tripartition dans le cadre de l'Arnor. Et ce qui est d'autant plus intéressant, donc, c'est qu'on a un ensemble qui était uni, qui se divise en 3, avec une même lignée pour gouverner 3 territoires différents. Et Pour à peu près les mêmes raisons. C'est une question de division successorale en soi. voilà, exactement, mais il y aura aussi des questions, aussi de conflits entre Hmm. les dynasties. On le verra très bien, mais voilà, il y a des différents territoires, notamment ceux donc de la Francie médiane, de la Lotharingie, qui vont retomber dans l'escarcelle, donc du royaume, de Francie orientale ou du royaume de Francie occidentale. Et là, on peut s'amuser aussi à regarder donc la situation de l'Arnor où dès que les comment dire? Dès que les dynasties disparaissent en Rudor et au Cardelan, on a les appétits de l'Arthedain qui, lui conserve donc, une dynastie,
une dynastie originelle. Et voilà, je trouve qu'il y a des éléments de comparaison qui peuvent être faits. Alors, je crois pas que Tolkien, hein, en règle générale, on dit toujours qu'il n'aimait pas faire d'allégorie ni de comparaison, mais que son œuvre souvent peut trouver des échos, elle peut être un peu applicable à des situations réelles. Et je trouve que ces deux exemples historiques peuvent marcher assez bien. Voilà Et puis pour la. malheureusement, vous pouvez pas l'inviter ce soir. Vous comprenez, il était un peu occupé, donc c'était un peu difficile de l'avoir avec nous ce Oui, soir. Et donc on peut faire dire ce qu'on veut. on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais bon, toujours en argumentant. Oui, bien sûr. Après, voilà, chacun aussi peut discuter la pertinence de ce qu'on propose, mais voilà, je trouvais que notamment sur les questions, voilà, de division, de succession, de lignée, on pouvait tracer des parallèles, quoi. Ouais, et puis moi je trouve ça bien en fait tu vois, de raccrocher des éléments. Enfin, voilà, ça fait partie des premières intentions que Tolkien avait lui-même, c'était de réécrire un peu l'histoire de notre monde au travers de ses livres. Et voilà, c'est impossible qu'il ait fait ça sans s'inspirer d'éléments de l'histoire réelle, Oui, oui, même c'est s'il sûr. le réfute. Et c'est son droit de le réfuter. Juste, bah, ça existe et on a le droit d'y voir des parallèles. Et peut-être d'ailleurs dire quand même que l'Arnor finalement a disparu, mais renaît aussi en Hmm. quelque sorte à la fin du Seigneur des Anneaux, avec l'expression qu'on connaît, hein, donc du royaume réunifié, donc avec le retour Grâce au retour du roi. au retour du roi. Donc Aragorn règne, hein, donc sur un territoire qui va du Gondor Hmm. jusqu'à l'Arnor renouvelé. Et d'ailleurs, on dit que c'est un royaume réunifié avec deux capitales, et donc qui reprend la capitale originelle de l'Arnor, Anúminas, qui est au bord du lac Nenuyal, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait quand même Ouais, c'est aller, ça. aller vérifier, c'est ça. Oh. Et donc bien sûr qui conserve aussi Minas Tirith comme siège du Gondor. Et bon, voilà pour l'anecdote, Aragorn, hein, renouvelle donc le don du comté aux Hobbits, qui de manière assez symbolique ont aussi Sur participé le à la. lac du crépuscule. Donc Ouais. oui, c'est ça, c'est lac Evendim, Nenuyal en Sindarin. Et donc voilà, ils renouvellent le don du comté donc aux Hobbits, qui ont aussi participé, hein, à la guerre de l'anneau à leur manière. Et voilà, on retrouve un schéma peut-être un petit peu similaire aussi à ce qu'on présentait avant entre l'Arthedain et les Hobbits s'installant en Eriador. Et Bergelmir souligne qu'on parle maintenant de royaume béni pour la nouvelle La nouvelle traduction traduction. quand on parle de royaume réunifié par Aragorn. D'accord, c'est intéressant aussi comme choix. Moi, je Oui, serais pas oui. capable de faire une analyse à chaud, mais c'est vrai que c'est peut-être moins parlant que Royaume réunifié, mais ça a une symbolique aussi tout à fait Oui, c'est de dire que intéressante. voilà, l'entente, l'harmonie est revenue dans, dans la réunification par Aragorn. Voilà. Et en VO, par contre, on parle bien de royaume réunifié, un Reunited Kingdom. C'est ça, c'est Euh, Reunited, ouais. ouais, c'est ça. Merci Berkelmer. Donc voilà. Et puis en fait, ça permet aussi de créer un ensemble très très vaste, politiquement cohérent. Euh, et surtout, enfin, moi je me dis, bah en fait, le Rohan appartient au Gondor. Enfin, c'est dedans, Euh, hein. Enfin, alors là, sauf erreur, le Rohan conserve bien sûr son son statut, indépendance hein, son politique. indépendance. Et là, la carte qu'on regarde, c'est bien celle qui précède, hein, la guerre de l'anneau. Mm. Et donc là, il faudrait pas s'appuyer dessus. D'ailleurs, là, pour Mais peut-être tu vois, genre, ils ont tout le nord. Ils ont pratiquement jusqu'aux montagnes de brume. Le Rohan, c'est vraiment pas un très grand territoire. Oui, oui. Après, là, on voit bien quand même donc ce qui est le Calenardon, hein. Calenardon, Mm. donc qui est un territoire du Gondor à l'époque, n'a pas encore été, ils n'ont pas encore fait don aux Éotéodes, hein, les futurs Rohirrim, les futurs Rohanais, donc qui sont installés. D'ailleurs, je crois que la carte, parce que la résolution est pas assez bonne, mais je crois qu'on voit quand même le territoire d'origine en fait des futurs Rohirrim, là à l'est Oui, des Monts Brumeux, hein. ouais, Donc ils sont bien là. Et il y a aussi. Northmen. Ouais, c'est ça. C'est Enfin, quoique. si, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc oui, donc effectivement, là, on a aussi une autre histoire de déplacement, donc des hobbits, donc qui se sont installés en Eriador. Et là, on va parler des Rohirrim qui s'installent donc au sud, au Gondor, donc dans le futur Rohan. Et en fait, on leur donne, parce qu'ils acceptent, hein, de s'allier au Gondor pour combattre les gens enfin, les gens des chariots, les fameux chariotiers. Donc c'est aussi Mm. comme ça que se déplacent les Éotéodes, futurs Rohirrim, au Gondor.
Un peuple qui connaît bien le roi sorcier. Oui, oui, un peuple qui connaît bien le roi sorcier. Pas autant que l'Arnor, mais qui le connaît bien. Qui le connaît bien et d'ailleurs, voilà, c'est toujours pour distiller aussi quelques petites informations, mais après donc la destruction, de l'armée du roi sorcier en 1975 du troisième âge, près de Fornost, les derniers, on va dire les derniers reliquats de son armée, bien sûr s'enfuient, une partie en tout cas, et il est dit aussi que les Éotéodes vont, détruire en fait ce qu'il restait, de ces restes de son armée. Et ils vont les détruire parce qu'ils auront certainement, on peut le deviner, traversé les monts brumeux. Et donc ce sont les Rohirrim en quelque sorte, les Éotéodes qui mettent fin en tout cas à l'armée du roi sorcier de l'époque. Une armée composée d'orques, d'hommes mauvais, Oui. de créatures du mal, en fait, qui préfigure l'armée de Sauron lors du troisième âge que le roi sorcier sera amené à nouveau à commander avant leur défaite finale lors de la bataille des champs du Pelennor. Là où par contre l'armée finale de Sauron, a priori à la Porte Noire, serait une armée composée uniquement des forces internes du Mordor. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que Peter Jackson en a fait. C'est pas forcément la meilleure, mais c'était une interprétation possible. Est-ce qu'il restait encore des hommes lors de la bataille finale, la tentative de distraction causée par Aragorn à la Porte Noire, au Morannon? On ne sait pas. Mais d'ailleurs, puisque tu parles de la composition un peu des armées, ce qui est intéressant pour voir, quels peuples sont, comment dire, concernés par les guerres. Donc on voit bien, côté des peuples libres en ce qui concerne, la guerre, en Arnor, donc on a des hobbits, on a des elfes de Mm. différentes, régions. On a des elfes d'Imladris, donc de Fontcombe, Fandval, mais on a aussi, des elfes du Lindon, hein, qui viennent, avec Círdan. Il y a une mention de Círdan le charpentier, hein, qui vient à la rescousse, d'un des rois, d'Arthedain. Il me Ouais, semble qu'il s'agit d'Arveleg, si je ne dis pas de bêtises. C'est Arveleg, ouais. Arveleg, dont on vient un peu à la rescousse. C'est une des premières défaites du roi sorcier. D'ailleurs, il avait, atteint les portes de Fornos. Malheureusement, cette fois-là, il n'arrive pas à prendre la ville, mais il s'en était approché. Donc, grâce aux elfes, on parvient à le repousser une fois. Donc voilà, donc pour parler des compositions des armées, et donc côté Angmar, on peut faire surtout des suppositions, donc bien sûr des orques parce que c'est mentionné dans le texte. Le Rudor, forcément, même si c'est pas dit très explicitement, mais on peut supposer, que des hommes corrompus, l'accompagnent. Il est dit aussi dans le People of Middle-earth d'ailleurs que le roi sorcier, qu'il y a des sorciers au Rudor. Alors c'est pas, je crois que c'est un peu ambigu, mais bon, ce sont des sorciers qui Oui, vont l'aider justement à pervertir le Cardolan et les tertres, les tertres oui, funéraires. à corrompre, Donc corrompre les Galgal, quoi. Enfin, tout à fait. Donc on peut quand même largement supposer, que des hommes aient pris part, hein, à cette guerre. C'est assez évident. Et là, j'aimerais bien. des deux côtés, du coup. Oui, voilà, des 2 côtés, bien sûr. Et peut-être pour aller un tout petit peu plus loin et parler d'une adaptation, moi qui a un peu fait naître chez moi l'intérêt pour la période cette Mm. période du légendaire, c'est, le jeu vidéo, donc la bataille pour la Terre du Milieu, je pense que beaucoup connaissent, et notamment son extension qui s'appelait donc l'Avènement du roi sorcier, dont on a écouté la musique au début de l'émission, pour ceux qui étaient là, la bande originale. Et eux, ils font le choix aussi d'intégrer donc dans l'armée du roi sorcier, des choses assez classiques, des trolls, des orques, mais il parle aussi des Numénoréens noirs, qui est un sujet, un petit peu mystérieux aussi, dont on en connaît quelques-uns. Bon là, ils font le choix donc, de les amener, de les montrer aux côtés du roi sorcier, ce qui peut se tenir dans le sens où, on explique bien qu'après la chute de Numénor, il reste les hommes du roi, donc ceux qui sont, aux côtés d'Ar-Pharazôn, hein, et du côté de Sauron. Il en subsiste beaucoup, même après la submersion, dans les anciennes colonies en fait, hein, de Númenor, donc notamment en Umbar, et puis je crois, ce qui est l'équivalent là sur cette carte du South Gondor. Donc Mm. on sait que des Numénoréens subsistent en noir, en quelque sorte, les fameux Numénoréens noirs, les hommes du roi subsistent en Terre du Milieu. Et donc voilà, donc je parlais de cette adaptation pour en venir à ces fameux Numénoréens noirs. Et peut-être pour dire, donc le roi sorcier peut en être éventuellement issu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la bouche de Sauron, hein, qui intervient à la fin du roman, en est un. Il me semble bien qu'il est présenté comme tel. C'est ça. C'est un Numénoréen noir. C'est la bouche de Sauron. Il fait partie de cette race maléfique, hein. En soi, il se présentait même comme le supérieur du roi sorcier
au moment où il vient où il vient en fait poser les conditions de Sauron Oui. à la Porte Noire. Voilà. Donc Bon, voilà. je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je sais pas, Antoine, Hmm. si tu as encore des Non, je idées ou pense. des commentaires, mais je pense qu'on a... Juste peut-être voilà les adaptations qu'il y a eu autres que cinématographiques et artistiques. On pouvait parler vite fait. Voilà, le roi sorcier a eu son origine. Enfin, il y a eu une tentative d'expliquer son origine à travers le jeu Shadow of Mordor, Shadow of War, qui n'a pas convaincu tout le monde. Enfin, Est-ce que comme les autres Nazgûl. Est-ce que j'ai pas fait moi ce jeu-là? Est-ce que tu as des plus d'éléments sur comment il est présenté un peu dans... Shadow of... Attends, je revois ce que j'ai pris des notes. Donc, dans Shadow of War. Alors... oui. War. Parce qu'on l'affronte plusieurs fois avec Talion. Enfin, on l'affronte une fois. Hein. C'est lui, en fait, qui corrompt l'âme de Talion et qui l'a fait fusionner avec Celebrimbor. Enfin, dedans. Et on avait dit... Il recevait... Ouais, non, il est pas nommé. Mais voilà, tous les autres ont une origine sauf lui. Donc voilà, lui, il est le seul à qui on ne donne pas d'origine. Donc ça, c'est plutôt respectueux, hein, malgré ce qu'ils ont fait avec le reste, Hmm. par rapport aux autres. Voilà, juste que c'était D'accord. autrefois un grand roi des hommes, mais que il n'avait rien d'autre pour lui, quoi. Genre, voilà. Après, par contre, ils disent qu'il est numénoréen. Ils affirment son origine numénoréenne. Après, bon, est-ce qu'on se fierait à Shadow of Mordor pour parler Non, mais de cohérence dans légendaire? Mais c'est intéressant de dire que voilà, ils ont fait une prise de position qui était plutôt assumée sur ce sujet. oui, oui, c'est sûr. Après, c'est pas tant de savoir si c'est fiable ou si ça n'est pas fiable. C'est un peu comme le jeu Oui, vidéo dont on parlait avant. Et là, on peut reboucler avec le début de l'émission. C'est que tous ces personnages, tous ces pans du légendaire qui restent sans sans réponse, ou réponse. du moins dont on aimerait gratter un peu plus le vernis pour voir ce qu'il y a en dessous, ça suscite beaucoup d'interprétations, d'adaptations. Et moi, je trouve ça assez fabuleux, voilà, donc de proposer entre guillemets des interprétations en tout cas de ce Mm. que font ces personnages, de ce qu'ils sont, de la manière dont ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. Parfois, tout ce qu'on a mentionné là sur ces guerres, ça tient quand même en quelques pages, hein, même parfois en quelques lignes. Donc tout ça est très succinct et on peut... En fait, l'essentiel du travail, c'est d'interpréter et de déduire des choses en les connectant à d'autres événements, etc. Voilà, c'est Donc, un personnage qui est fascinant malgré alors, ses apparences sont très peu nombreuses, mais elles sont très marquées. oui, C'est ça qui est intéressant. Et son impact est réel sur l'histoire de la C'est pas un méchant qui vient et qui disparaît sans laisser de traces. Au contraire, sa trace est même parfois plus palpable que celle de Sauron, oui, euh, notamment avec les conséquences sur Frodo, qui va subir en fait encore le reliquat de la malédiction du roi sorcier qui le condamnera à quitter les terres du milieu. Les terres des hommes, même s'ils sont réunifiés, sont marqués, hein, comme tu l'as dit, hein, le Rudor et le Nord restent quand même des terres assez dévastées. Voilà, Théoden est mort à cause du roi sorcier, des lignées se sont détruites, enfin se sont fait détruire, etc. Donc c'est vraiment un méchant, enfin c'est un antagoniste qui a eu un vrai impact sur les protagonistes. En réalité, c'est pas le héros n'est pas sorti que grandi, il est sorti diminué oui. de sa rencontre avec le roi sorcier d'Angmar. Donc voilà. Et peut-être aussi quelque part une petite réflexion sur laquelle on peut conclure ou du moins Mmh. avancer vers la conclusion, c'est que on dit souvent bon voilà que Tolkien avait une vision assez pessimiste quand même de son univers mais aussi du monde, hein, son monde, hein, dans lequel il vit, le nôtre. Et je crois que le roi sorcier est un des aspects quand même de ce pessimisme, comme on l'a déjà montré par sa récurrence, par ce qu'il inflige, par le fait que même après qu'il ait disparu, il continue d'y faire du mal. Donc c'est-à-dire que l'action du mal a des répercussions dans le temps qui sont longues et qui vont conditionner tout ce qui se passera ensuite et voilà, qui seront aussi des plaies
qui ne peuvent pas se refermer. Donc d'où la blessure de Frodon. Mais l'espoir reste. L'espoir reste. D'ailleurs, je sais plus quelle est l'expression, mais c'est comment dire, on entrevoit comment dire, il y a la notion de victoire finale et Tolkien dit qu'elle n'arrivera pas, sauf, enfin, du moins, elle n'arrive pas, en tout cas, pas dans son univers, mais on peut entrevoir quand même des petits aperçus de la victoire finale et c'est un peu ça avec le roi sorcier. Au moment où il est battu devant Fornost, au moment où Éowyn le fait disparaître, au moment, enfin, voilà, chaque fois qu'il est défait, c'est un peu aussi cette petite lumière vers la victoire finale. La prophétie de Glorfindel, c'est dire attendez, ce n'est pas à votre heure, mais il finira par disparaître. Voilà. Bon, j'espère que on peut conclure là. Donc, voilà, on vous remercie déjà de nous avoir écoutés. Hein. J'espère que ça vous a plu dans ce format. On espère pérenniser ce mode de fonctionnement. Hein. C'est des discussions autour d'éléments du légendaire. Dites-nous s'il y a des éléments qui vous intéresseraient, sur lesquels on peut travailler. Ah oui, si. La petite voix dans mon oreillette me dit est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a posé, sur les danses macabres, sur la division du Royaume Franc 3. Plutôt sur Tolkien quand même. Ou plutôt sur Tolkien. Ou plutôt vous êtes tous en train de dormir là. Ouais, on a beaucoup palabré, on a beaucoup digressé. C'est pas grave ça. C'était le but aussi. C'était un peu le but, oui. Bon, pas de questions. Je pense que voilà, on peut conclure. Hein. Merci à toi Barboto, c'était chouette. J'espère qu'on en refera d'autres. Merci à toi pour l'invitation. Bah oui, avec grand plaisir. En termes d'actu, on a donc du coup la Fall of Arthur, enfin la chute d'Arthur, qui va ressortir chez Pocket bientôt. Je crois que la date est annoncée, mais vous pouvez vous renseigner sur vos réseaux. On va avoir aussi, je crois que c'est tout. Si, on a les grosses sorties du mois de juillet d'août, mais ça, je vous invite à regarder nos réseaux sociaux pour. Ah voilà, merci Zelf. Sur les parutions, vous avez les parutions qui sont indiquées sur le lien qu'elle vous poste dans le chat. Ouais, Chute d'Arthur, c'est le 21 août, pardon. Du coup, c'est vachement loin en fait. Par contre, en plus proche, on va avoir les Imaginales à Épinal, durant lesquelles Bergelmir, Kian et moi-même serons présents pour l'instant, avec les autres membres de Fandival, et ça va être cool. Moi, je donne 4 tables rondes, et notamment une avec Anne Besson, donc je suis comme ça. Je suis vraiment en train de flipper, mais ça va être cool. Oui, tu dis peut-être, on sait très bien qu'on va te descendre de tes montagnes, t'inquiète pas. Et puis voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que le format vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça aide au référencement. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et oui, et c'est vrai qu'il y a le festival du jeu de rôle à Keisberg le 3 et 4 mai prochain, où certains d'entre nous seront présents aussi. Je crois qu'on aura d'autres festivals, on aura Japan Expo, je sais pas confirmé, je sais plus. Bref, on a d'autres choses, ça arrive, restez connectés. En tout cas, on a pas mal de trucs, j'espère que ça vous a... Bon, voilà, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Merci à Barboto, merci au chat, merci à la régie, formidable. Et n'hésitez pas du coup à rester connecté sur les réseaux de Tolkien Deal, hein, à venir sur le Discord, passer un coup pour discuter. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée, merci.